vient d'évoquer la Smart Région. Nous, on va s'intéresser plutôt à la Smart Métropole, donc on va dire une taille en dessous. Là, on a vu beaucoup de grands groupes en parler. On va plutôt voir comment les entreprises, elles, prennent le sujet. Quand on parle de smart, on a plutôt tendance forcément à parler de l'impact des nouvelles technologies. Et on pense forcément à tout ce qui est entreprise du numérique. Pour autant, il y a des entreprises qui se sont lancées et qui prennent le virage en cours de route. Et il y en a certaines qui s'intéressent à d'autres sujets tout de suite, comme par exemple Kevin Polizzi. Donc vous avez commencé par une activité de data center. Aujourd'hui, vous vous intéressez aussi à d'autres sujets. Comment est-ce que vous y êtes venu ? Quelle est la démarche et comment vous faites ? Avec qui vous discutez finalement ? 3 questions en une fois. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. C'est les journalistes, ça. Bonjour à tous. Et moi, je veux vraiment remercier aussi la tribune, comme ça a été fait juste avant, parce que cet événement est nécessaire et indispensable. Indispensable parce qu'on a de la chance d'avoir des entreprises actives dans la région, au travers de la French Tech, on y reviendra. Mais surtout, on a besoin de démocratiser les usages et de démocratiser la pédagogie de ces usages. Parce que le numérique, ça a été quelque chose pendant 10 ans et on a commencé, nous, à construire des data centers avec de la fibre optique dans les télécoms. Enfin, un charabia qui est juste à peine audible, mais qui pour autant constitue l'infrastructure de base de ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Et ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que la révolution des usages. Monsieur Moreno le disait juste avant, la façon dont on vit et on appréhende la ville. Et on a réussi d'avoir la chance de créer de l'infrastructure. C'était pas facile à Marseille parce que quand on a commencé, il n'y avait rien du tout, ce qui était une opportunité. On a fait le choix de rester localement dans la région qui nous avait fait grandir, ce qui est un choix qui n'est pas toujours le choix évident. Beaucoup s'en vont en fait de la région. Mais aujourd'hui, les infrastructures, ces investissements privés nous ont permis de trouver des gisements de croissance. La Smart City en est un. La e-santé, comment ramener l'hôpital à un équilibre budgétaire, le big data, l'analyse de ce qui se passe dans nos vies. Et donc aujourd'hui, on a, nous, entreprises de technologie, le besoin, 1, d'aller vers les filières, et 2, de trouver des gisements de croissance pour avoir des relais, parce qu'aujourd'hui, ces métiers du cloud et de l'infrastructure sont des métiers qui sont arrivés à maturité. Donc quand vous dites vous lancez dans d'autres secteurs, comment est-ce que vous faites concrètement ? Concrètement, c'est très simple. On initie des programmes de R&D. On a la chance d'avoir un territoire qui soutient la R&D ici. Donc, on utilise nos composants d'infrastructure de base. Et puis, on monte dans la couche de service, la couche de valeur. On faisait du bâtiment qui stocke des données. On a créé du réseau télécom qui nous permet de sortir du bâtiment. Et puis, aujourd'hui, on barre tout ceci de capteurs. On récupère les données et puis on développe du logiciel pour être capable de continuer. Donc on voit bien cette espèce de chaîne alimentaire, d'écosystème qui permet de créer des infrastructures de base. C'est toujours comme ça que la vie naît. À un moment, on est sorti de l'eau pour respirer. Et donc on y met des applications par-dessus et on y met de l'outillage de l'autre côté. Ce qui est très intéressant, c'est cette notion d'écosystème transverse, puisque finalement, ça va de la start-up à l'ETI, à la grande entreprise, avec des cycles de décision qui sont relativement différents. Et ma foi, c'est plutôt efficace. Alors, on va dire que vous étiez déjà dans un environnement qui vous a permis de vous intéresser à d'autres sujets liés à l'impact du numérique. Par contre, quand on s'occupe d'entreprises traditionnelles comme à l'UPE 13 que vous avez présidé jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, comment est-ce qu'on amène les entreprises traditionnelles qui y vont à marche forcée, qui parfois ne comprennent pas encore forcément l'intérêt qu'elles en ont, et pourtant on sait qu'il faut qu'elles y aillent. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, d'abord, je crois que quand on dit qu'elles ne comprennent pas toujours, ce n'est pas forcément le cas. Je pense qu'il y a un certain nombre qui comprennent, qui ont plus de difficultés à y aller. C'est plus facile quand on part de zéro, de changer de modèle, que quand on a déjà un modèle, des salaires à payer, des fournisseurs. Et je crois qu'il y a une évolution. Ensuite, effectivement, moi je suis assez opposé en général à ce qu'on dit quand on dit l'ancienne économie, la nouvelle économie. Je crois qu'on est en changement, on est en révolution, on est en évolution, ça a bien été expliqué. Et il y a des gens qui vont plus vite et qui doivent tirer, et il y en a d'autres qui doivent prendre conscience et avancer au fur et à mesure. Donc je crois que la réalité, c'est que c'est un changement tradition qui se fait petit à petit, au fur et à mesure. Alors comment on accompagne ? On accompagne par des choses simples, on accompagne d'abord par une prise de conscience. Il n'y a pas que l'environnement lui-même numérique qui change, il y a la conception sociétale, ça a été évoqué pour la ville, ça a été évoqué pour la santé, c'est évoqué pour d'autres, mais il y a un changement fondamental qui va impacter nos entreprises aussi, c'est les nouvelles générations. C'est l'intégration dans l'entreprise des nouvelles générations qui est complètement aussi différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent, les générations Z, les générations Millennium. Et donc tout ça se fait progressivement, donc il y a une prise de conscience à faire aux entrepreneurs d'une manière générale, et puis il faut les accompagner par des outils concrets. Si on prend quelques exemples concrets, les commerçants. Oui.
Les commerçants ont besoin aujourd'hui de continuer à travailler de façon traditionnelle, mais à inventer ce qu'on appelle la vente multicanale. Et donc, il faut les accompagner à fonctionner sur des outils numériques. Il faut les accompagner pour se mettre en réseau aussi, pour pouvoir acheter ensemble. C'est le Smart Shop. Il y a un certain nombre de sujets, justement, qu'on peut porter avec les institutions du monde économique, avec les chambres de commerce et d'industrie, avec l'UPE 13, par exemple, pour une prise de conscience et pour un accompagnement pratique des uns et des autres dans cette réalisation. Donc voilà, il y a d'autres sujets, par exemple, je ne sais pas si vous en parlerez tout à l'heure, si on parle plus spécifiquement du transport, mais c'était évoqué à la table précédente. Transport, c'est un sujet qui touche tout le monde, y compris les entreprises, pour se déplacer et pour déplacer nos collaborateurs. Il y a un outil pratique qu'il faut faire utiliser par les entreprises, qu'il faut créer sur le territoire, qui existe à Lyon, mais pas encore ici. C'est ce fameux outil qui s'appelle Optimob Lyon, qui est une application de mobilité en temps réel sur le territoire et qu'il faut vendre aux entreprises, entre guillemets, vendre, faire utiliser, puisque ce n'est pas un problème d'argent, mais faire utiliser pour que les collaborateurs l'utilisent, pour que les entreprises y participent. Voilà, il y a une nouvelle génération de fonctionnement, d'applications à mettre en place. Ça ne se fera pas en fracturant, ça se fera en le faisant ensemble. Toutes les entreprises, bien sûr, parce que là on parle des entreprises, mais des citoyens, en créant ce lien et avec ceux qui vont le plus vite, qui arrivent à expliquer, à amener les autres à participer. Moi, je suis assez contre, catégoriquement, ce fait de parler de vieille économie et de nouvelle économie. Je pense que l'économie, elle existe, il y en a qui vont plus vite que d'autres, et il faut accompagner ceux qui vont le plus lentement à évoluer. C'est l'histoire des révolutions industrielles jusqu'à ce jour. Vous savez qu'on a un territoire qui est assez fort au niveau de la French Tech, elle est quand même plutôt en avance par rapport à d'autres territoires. Là, du coup, je me tourne vers le délégué du mouvement French Tech ici, d'Aix-Marseille. Vous avez des commissions au sein du mouvement qui travaillent avec les collectivités. Et alors là, pareil, plusieurs questions d'une seule. Comment est-ce que les startups vous travaillent entre elles ou en tout cas font émerger, parce que j'imagine que c'est ce que vous faites. Et comment vous faites le dialogue avec les collectivités une fois que vous avez des préconisations de la même façon? Comment est-ce que vous dialoguez avec les villes? Bien. Bonjour Laurence. Merci tout d'abord à la tribune pour cet accueil, pour cette magnifique deuxième édition du Forum Smart City. Et merci mille fois de donner à Aix-Marseille French Tech et à cette économie une telle exposition médiatique sur le plan national. Effectivement, chez Aix-Marseille French Tech, nous sommes dans l'exécution. Il y a une prise de conscience qui est globale, qu'ici, l'économie numérique est non seulement actuellement déjà un moyen fort de tirer l'économie, mais en plus offre des perspectives absolument incroyables. On va y revenir avec cette révolution industrielle qui arrive là. Et donc, au sein d'Aix-Marseille French Tech et de Made in Soft, dès lors que le label a été monté, nous avons créé une commission e-économie. E-économie pour préfigurer nos grands enjeux de demain, sur les smart cities, sur le marketing digital, sur le big data, le cloud, sur la e-santé. On a commencé par la smart city. Pourquoi? Parce que la smart city, c'est déjà un enjeu financier énorme. À ce jour, c'est déjà près de 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En 2020, on estime que ça sera peut-être 1500 milliards de dollars. Et donc, les enjeux financiers sont colossaux. Par ailleurs, SmartSay, La Constance, The Camp, autant de projets qui travaillent autour de la smart city. Alors, nous avons créé cette commission, et d'ailleurs Kevin en est le président, mais il ne travaille pas seul. Olivier Casulot, Laurent Mazini et d'autres s'impliquent au quotidien pour, tout d'abord, dans un premier temps, réunir les startups, définir une feuille de route. Que voulons-nous faire? Très rapidement, on s'est dit, il faut produire, il faut créer des champs expérimentaux. Deuxième phase, donc, la mise en œuvre de ces champs expérimentaux avec Istres, sur un projet lié à l'économie d'énergie qui donne des résultats absolument incroyables, puis Aix-en-Provence, sur un projet de big data lié à l'eau, sur un projet de Wi-Fi. Jérôme Richard est dans la salle et il pourra en parler bien mieux que moi. On a d'autres projets à Vitrolles, avec Nexity, avec la municipalité, et puis également avec Marseille, sous l'impulsion de Jean-Marie Angy, de nouveaux projets se mettent en œuvre. Alors, l'expérimentation, elle est importante, parce que ça permet de valider un concept. Elle fait intervenir plusieurs startups. Si on prend le cas d'Istres, on a une société qui produit des capteurs, qui les installe, une autre qui récupère la donnée, qui l'analyse, et ainsi, on arrive à faire de véritables économies d'énergie. Les startups travaillent ensemble, mais elles ne travaillent pas seules, elles travaillent avec les collectivités. C'est un nouveau type de partenariat qui se met en œuvre, qui nous sert de socle expérimental vraiment important, et qui va nous permettre, et permettre plus particulièrement à ces startups, de diffuser leur savoir-faire sur d'autres collectivités. On est en avance.
pour une fois, nous avons de la chance. Nous sommes bien placés pour ces sujets-là. Il faut quand même rappeler que nous sommes à l'aube de la 4e révolution industrielle, qui est une révolution qui sera essentiellement numérique, liée au très haut débit, liée à l'Internet des objets. Et nous avons des atouts majeurs. Tout d'abord, une zone comme celle de Rousset, qui est une zone avec Grenoble historiquement très centrée sur la microélectronique, qui va devoir évoluer vers les objets connectés. Nous en avons parlé lors de la table ronde qui précédait. Nous disposons également des plus gros tuyaux Internet d'Europe et donc des plus grandes capacités, et ça va encore en s'accroissant. Hein. Les data centers ne sont pas les seuls qui en profitent, des e-commerçants en bout de chaîne aussi, et puis finalement c'est toute une économie qui va s'en trouver tirée. Donc il faut que nous profitions de ces atouts, il faut que nous créions toujours plus de start-up, que nous les mettions toujours plus en situation de croissance, de réussite, et nous avons absolument besoin des collectivités pour cela, car c'est elles notre premier champ expérimental, et finalement, c'est par leur travail que nous allons... Quel accueil elle vous réserve? Est-ce que vous arrivez plutôt content en disant « Super, vous venez, vous nous apportez finalement des solutions à nos problèmes » Ou est-ce qu'au contraire, il y a on en parlait hier en atelier, notamment avec Kevin Polizzi, c'est qu'une start-up, dans 3 mois, elle ne peut ne plus exister. Donc comment est-ce que... La nouvelle économie, ce n'est pas l'économie digitale. Elle ne s'oppose pas à l'économie traditionnelle. La nouvelle économie, c'est l'économie qui consiste à travailler ensemble. C'est l'économie telle que nous en avons fait la démonstration avec Aix-Marseille French Tech, qui consiste à réunir pouvoir privé, public, confédération, chambre de commerce, autour d'un projet unique. Donc l'accueil qui a été réservé à ces expérimentations, évidemment, il a été extrêmement favorable, parce que ça fait déjà des années qu'on collabore avec les villes de Marseille ou d'Aix. Ça fait des années qu'ils soutiennent nos startups. Ils sont parfaitement conscients que leur impact est très important. Donc on n'a rien à redire là-dessus, et bien au contraire, on peut les remercier. Donc on va dire que tout ce que vous faites en expérimentation pourrait bientôt voir le jour ? Ah oui, oui. On est même pas loin de pouvoir l'industrialiser, oui, tout à fait. Des capteurs comme HDSN qui sont fabriqués à Saint-Mitre-les-Remparts sont des capteurs en phase d'industrialisation qu'on peut vendre partout dans le monde. Et c'est ce qui est d'ailleurs intéressant. Nos offres ne sont pas des offres franco-françaises. On peut les vendre à Marseille, à Rome, à Barcelone, à Tel Aviv, à New York, de la même manière. Oui. En complément sur ce sujet, par contre, ce qui est important, Stéphane, c'est que si c'est produit ici, il faut qu'on en fasse un laboratoire ici. Il faut que ce soit ici que les gens du monde entier viennent les acheter, viennent les utiliser, viennent les réaliser. Et ça, c'est un point important où je crois aussi qu'il faut jouer avec les collectivités, avec tout le monde. Mais il faut qu'on fasse de ce territoire un démonstrateur, un laboratoire à ciel ouvert, où toutes les innovations, toutes les pépites que l'on a ici puissent faire voir ici, attirer du monde et développer le territoire. Ça, c'est une dimension supplémentaire du jouet collectif qu'il faut qu'on prenne. Alors, ça pose aussi la question, on l'a à peine évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi les startups doivent vivre, doivent grandir, doivent peut-être même devenir des PME et puis peut-être des ETI un jour. Donc là, par contre, je me tourne vers l'avocate d'affaires qui est dans le conseil aux startups. Comment vous les conseillez? Comment est-ce que vous les aidez à grandir et à être dans le bon sujet? Alors, en France, il y a un niveau scientifique et des ingénieurs extraordinaires. On est un pays porteur d'ingénieurs. On est dans une région extrêmement riche, stimulante, forte et dynamique sur ce plan-là, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a, monsieur le maire disait, ça a été rappelé, un endroit où on est particulièrement bien connecté, et on le sait quand on voyage dans le monde de ce que c'est que de ne pas l'être. Donc on a tous les atouts pour réussir. Au niveau des entreprises, quand on les rencontre, et quand on les voit et qu'on les aide à... Plus particulièrement, nous, on est au cœur de l'articulation entre l'entreprise quand elle a eu sa bonne idée, quand elle a bien été incubée, quand elle sort de pépinière, et puis au moment où elle décide de mettre en place une gouvernance et la relation avec les investisseurs. Et je vais beaucoup m'adresser aux banquiers, parce que les banquiers sont, à ce moment-là, ils sont absolument extrêmement importants. On va y venir tout à l'heure, oui. Alors là, il y a un point, plusieurs points. Il y a la bonne idée. Vous savez qu'une bonne idée et $1, ça vaut rien. Une bonne idée, $1 et une équipe, ça vaut de l'or. Alors, on en revient toujours au même thème qui a irrigué la première table ronde et qui irrigue celle-là, c'est-à-dire être ensemble, collectif, participer et avoir une idée d'une gouvernance tout à fait différente.
J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Madame Charbit tout à l'heure sur la gouvernance. Elle le disait à l'échelle mondiale et de la métropole. C'est exactement la même chose à l'échelle de l'entreprise. La gouvernance d'une start-up, elle s'élabore, on va dire, différemment d'une family business ou différemment d'une entreprise traditionnelle. Elle s'élabore avec ses investisseurs et elle s'élabore avec ses salariés. Et c'est de la force qui est née de manière très structurée, parce que tout ça s'élabore et se structure par des pactes d'actionnaires, qu'on a plus de force et qu'on avance ensemble. Alors vous parliez tout à l'heure, on a la chance d'avoir un banquier avec nous. Comment est-ce que vous financez l'innovation? Alors, on sait que vous êtes en charge des métropoles pour la Caisse d'épargne CEPAC. On sait que la CEPAC est très impliquée dans le territoire, donc ce n'est pas non plus la banque qui est très éloignée de l'innovation. Néanmoins, comment est-ce que vous regardez l'innovation, les startups qui veulent venir vous voir, ou même les entreprises qui, elles, veulent faire de l'innovation? D'abord, je rebondis sur ce qu'a dit Stéphane Soto. C'est vrai que quand on regarde la dynamique qu'on a, les potentiels qu'on a sur notre territoire, c'est assez stupéfiant d'être défaitiste et de se dire qu'on n'arrive pas à attirer les capitaux pour faire en sorte que les projets puissent se monter et pour faire en sorte qu'on puisse avoir des startups qui accélèrent relativement vite. On a l'impression, nous, à Marseille, que c'est Paris qui draine l'intégralité des capitaux de l'innovation ou des startups au niveau national, alors que dans les faits, quand on regarde, il n'y a rien du tout au niveau international qui arrive sur Paris. Paris, ça pèse pour 1% des capitaux levés pour financer l'innovation, alors qu'il y en a 38% qui vont encore à la Silicon Valley aujourd'hui, quoi. Ça veut dire que quand on se positionne, nous, ici à Marseille, on peut se dire que c'est pas joué et qu'on peut, à Marseille, être le véritable cluster européen ou méditerranéen qui fait qu'on attire les capitaux, parce que sans capital, on n'arrivera pas à faire des projets et à avoir des licornes qui émergent de nos startups d'aujourd'hui, quoi. Donc notre vrai sujet aussi, à mon sens, c'est d'agir tous ensemble dans ce tissu local, avec la qualité des universités, des écoles qu'on peut avoir ici sur la métropole, avec les investisseurs qu'on peut avoir. Il y a des familles qui investissent, il y a des acteurs comme Kevin qui, avec leur entreprise, sont capables aussi d'investir. Il y a des banquiers, il y a nous, il y en a peut-être d'autres aussi qui sont capables de le faire. Et si on va tous dans ce même sens, je suis certain qu'en termes de positionnement, on peut être vu comme un cluster où on a envie d'investir et d'innover, parce qu'on est hospitalier, on arrive à attirer, et on le voit avec Patrick Siri sur P-Factory. Il y a beaucoup de porteurs de projets qui sont basés à Bruxelles, à Nantes, à Strasbourg, qui à un moment se disent, parce qu'il y a des structures accueillantes dans la métropole marseillaise, on a envie d'aller porter notre projet et de faire en sorte que notre projet se développe plutôt là-bas. Et à mon sens, ça c'est une vraie source d'espoir, parce que ça passe bien par la capacité qu'on aura à structurer les choses, à lever des capitaux, qu'on aura un tissu fertile au développement de la Smart City, parce que pour que la Smart City elle soit efficace, ici en métropole à Marseille, à mon sens, il faut qu'elle soit portée par des entreprises qui naissent ici, qui grandissent ici et qui investissent ici pour que notre tissu économique se développe sur la durée. Après, c'est vrai que ça pose la question de ce qu'on doit faire, nous, banquiers, au quotidien par rapport à ces porteurs de projets. Bah déjà, comme on est un banquier régional durable, nous, on se dit qu'on doit avoir un rôle à jouer aussi dans la structuration du capital. Et qu'il faut être là très tôt, très en amont, et que si un banquier régional comme nous investit une partie de ses fonds propres dans des projets qui naissent ici, qu'on peut regarder avec nos yeux, qu'on peut sentir, ben finalement on est plus responsable sur la durée que de continuer à investir sur les marchés financiers où on s'est rendu compte, il y a de ça quelques années, avec la crise des mortgages, qu'on pouvait se retrouver à croire à investir dans des produits très sécurisés et perdre beaucoup d'argent. Donc nous, on considère qu'une partie de nos fonds propres alloués dans la structuration du capital des entreprises de notre territoire, c'est une bonne chose. Alors c'est P-Factory au début de la chaîne, après ça peut être Tertium en capital développement et en minoritaire, et ça peut être Connect qui est aussi un des outils qu'on a à disposition pour le majoritaire. Mais comme on est convaincu que ce n'est pas suffisant, on a aussi lié des partenariats avec des fonds qui sont des fonds nationaux pour pouvoir continuer à accompagner des structures qui marchent bien. Par exemple, j'aurais adoré, si j'avais été là plus tôt, pouvoir être celui qui participe à l'évolution du capital de Kevin à l'époque. Par contre, notre sujet, c'est aussi d'être là dès le départ. Nous, on considère qu'il faut qu'on puisse mettre les 100 000 premiers euros de la start-up qui commande quand il n'y a pas encore de chiffre d'affaires, quand il faut financer du BFR pour pouvoir commencer à avancer. Donc, on a essayé de structurer une offre comme ça avec la BPI et avec P-Factory. Et puis, d'accompagner les start-up dans leur croissance. Vous savez, pour nous, banquiers, c'est pas facile, hein, parce que c'est pas facile quand on a en face de nous un client qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est encore en EBE négatif de 2 millions d'euros, de se dire comment je peux financer et comment je peux mettre du crédit sur la table, parce que c'est pas dans nos gènes. Donc ce qu'on essaie de faire au niveau de la CEPAC, c'est d'éduquer aussi nos réflexes, nos équipes d'engagement,
pour intégrer aussi que dans une start-up comme ça, la croissance, la modélisation de cette croissance peut aussi permettre de commencer à financer en dette avant qu'on soit tout juste à l'équilibre. Et si on n'arrive pas à faire ça, je pense qu'on ne permettra pas à des très gros projets de continuer à croître et d'arriver à des niveaux de chiffre d'affaires et d'impact sur l'économie qui soient significatifs. Quand on parle de, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des gros projets qui rayonnent déjà à l'international, notamment The Camp, il y a ce qui se fait ici. Est-ce que ça a changé l'image de Marseille à l'extérieur ? Chacun va pouvoir peut-être apporter sa pierre. Moi, je trouve que déjà, et on a la chance, nous, d'être dans un groupe qui essaie aussi de s'animer au niveau national. Donc moi, je vois beaucoup de mes collègues qui ont des fonctions équivalentes dans le groupe Caisse d'Épargne ou dans le groupe des banques populaires. Et l'image de Marseille s'est transformée sur les 5 dernières années. Là, franchement, on est vu comme un tissu économique qui bouge et qui a des projets qui sont des projets emblématiques. Et vous avez raison, The Camp en est un, mais s'il y avait un projet comme The Camp isolé, qui ne baigne pas dans un tissu plus global, avec des initiatives comme P-Factory, avec une French Tech, qui est une French Tech vraiment dynamique, vraiment visible par rapport aux différents labels French Tech qu'il peut y avoir ailleurs, ça ne servirait à rien. Donc moi je pense que le projet The Camp, il arrive au bon moment, parce qu'il arrive à un moment où on est tous prêts à être capable d'aller dans le même sens et de l'utiliser au maximum. Effectivement, tout d'abord, on a des champs expérimentaux majeurs. The Camp, j'en parlais tout à l'heure, l'îlot XXL ou la Constance, ce sont 100 hectares sur Aix-en-Provence qui vont être construits autour de la Smart City et de l'entrepreneuriat. Ce sont des champs expérimentaux dont on diffuse les vertus partout dans le monde. Aix-Marseille French Tech s'est créé en juillet 2015. D'emblée, nous avons eu à cœur de nous faire connaître de toute notre zone euro-méditerranéenne à minima, et on est très vite allé également sur le continent américain afin de faire connaître nos entreprises. L'objectif, c'est pas que les autres viennent acheter ici. Il faut aller vendre ailleurs. Ici, il faut produire. Ça fait une petite nuance. Et nous avons passé une année à faire connaître cette industrie. On se rend compte qu'en 12 mois, effectivement, on a un pouvoir d'attractivité qui est bien plus fort. Hier, Céline Soulier, qui est la directrice de l'incubateur de la Belle de Mai, disait qu'elle était passée d'une dizaine de demandes par mois à 40 demandes. Oui, c'est significatif. C'est très significatif. Quand on lève 60 à 70 millions d'euros en un an, c'est magnifique. Et on peut aller beaucoup plus loin. Et encore une fois, là aussi, ce n'est pas le travail d'une équipe. Aix-Marseille French Tech, c'est un collectif. C'est du privé, c'est du public, ce sont des partenaires financiers, institutionnels de tout type, qui sont liés à l'économie. Je crois que Daniel, et après... Oui, je voulais ajouter quelque chose en redescendant sur la meilleure technologie du monde ne servira à rien si elle ne rencontre pas son marché. Alors voilà, comment attirer des investisseurs ? On attire des investisseurs quand on a une vision claire, réaliste et très forte de son marché et qu'on voit très loin et non pas qu'on voit à court terme. Personnellement, je regrette tous ceux qu'on rencontre et qui disent « Allez, je fais ça 1 an, 2 ans et je revends ». Alors moi, je le regrette énormément parce que ça ne sert strictement à rien. Et vous dites quoi à quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit ça ? Qu'est-ce que je dis ? Ah ben nous, on s'engage. Nous, on s'engage très fort. Et puis après, le client, c'est le client, il fait comme il veut. Mais nous, on s'engage à croître, à grossir, à embellir. Et puis, pourquoi pas, la première IPO à Marseille sur la bourse de Shanghai. Il y a une énorme start-up qui a réussi ça l'année dernière. Mais le deuxième message, vous m'en voulez pas, Sébastien, c'est à l'attention des banquiers et des fonds d'investissement. Il y a énormément d'argent. Il y a énormément d'argent. Et on a besoin d'énormément d'argent. Les start-up ont besoin de sommes colossales. Et beaucoup... Alors, l'amorçage, c'est très bien, les fonds de développement, c'est très bien, mais il y a vraiment des besoins d'argent voilà, le message, c'est start, on sait faire, up, il y a beaucoup plus de difficultés, pas à Marseille, en France. Oui. Oui, moi je voulais aussi rajouter sur la visibilité du territoire. C'est une conjonction de facteurs, on en a évoqué plusieurs, mais il ne faut pas oublier qu'il y a en matière d'e-santé et de biotech en particulier quelques très très belles réussites qui viennent maintenant parce qu'elles ont été construites il y a 5 ans, il y a 6 ans avec de la recherche. Qui aurait imaginé que sur ce territoire on aurait Trophos, qu'on ferait la levée de fonds exceptionnelle? Qui aurait imaginé? Et on n'en a pas fait une, on en a fait 2, on en a fait 3. Pour rappel, Trophos a été racheté par le laboratoire Roche. Oui, mais ça veut dire que donc on a des startups ici en matière de santé qui sont des mix de modèles entre l'université, la recherche, donc le CNRS, l'université et l'entreprise, parce que c'est le moment où les gens sortent du sujet pour aller dans l'entreprise, rentrer dans le sujet entrepreneurial, et où quelques années après, on arrive aujourd'hui à avoir des levées de fonds
exceptionnel avec des ventes à des plus grands groupes mondiaux qui s'intéressent. Le sujet, c'est de garder ces pépites une fois qu'elles auront grandi, qu'elles auront été financées à l'extérieur, ici. Mais ça nous aide à donner une visibilité à l'ensemble du système de tissu innovant ou de l'innovation du territoire, indéniablement. Et donc, tout ça s'additionne, tout ça se met ensemble. Et c'est quelque part le fait, c'est les bienfaits du travail en commun qui fait l'accélération de l'image en France, en Europe et dans le monde de ce territoire et de sa capacité à innover. Je disais l'an dernier sur ce même forum qu'on a une chance extraordinaire sur Aix-Marseille, c'est qu'on a le gène de l'innovation en nous, dans notre ADN, parce qu'on est des contestataires nés. Et l'innovation, quelque part, c'est imaginer autrement les choses. C'est faire autrement. C'est pour aller d'un point à un autre, le faire autrement que par les systèmes habituels, prévus. Et donc, ce gène de la contestation, c'est ce gène de l'innovation. Et on a ici une vraie capacité à gagner, à développer et à faire. Et dès la semaine prochaine, on aura encore des démonstrations supplémentaires de ces résultats. Je crois que notre territoire est en train de se révéler, pas de se réveiller, de se révéler aux yeux des autres sur ces sujets-là d'innovation. Alors, Kevin Polizzi, quand vous montez vos projets, alors apparemment M. Didier aurait été ravi de vous financer, mais vous êtes débrouillé tout seul. Vous avez quel regard quand vous êtes à l'extérieur du territoire métropolitain ? Moi, je vais essayer d'avoir un regard d'entrepreneur, peut-être mettre Stéphane et Jean-Luc d'accord sur le sujet. Ce territoire, aujourd'hui, il est en construction. Une start-up, ça va très très vite, ça a des besoins de cash immédiats. Pourquoi Sébastien ne nous a pas accompagnés ? Parce qu'on n'est pas allé le voir. Sinon, il nous aurait accompagnés, parce que le business model était clairement posé. Aujourd'hui, on a beaucoup de porteurs de projets qui viennent nous voir, où le banquier traditionnel, il ne peut pas l'aider, parce qu'il n'a pas l'outil, la compréhension, son métier n'a pas assez évolué. On a la chance d'avoir un outil. Vous savez, on dit toujours que 55% du chiffre d'affaires de la France, c'est du marché public. C'est vrai qu'on dépense quand même un petit peu d'argent en marché public dans ce pays. Aujourd'hui, on a le partenariat d'innovation. Le partenariat d'innovation, c'est quoi ? C'est un contrat qui permet d'expliquer par un territoire, une collectivité, comment on peut répondre à des problèmes, à des sujets immédiats. Eh bien, aujourd'hui, la France va lentement, l'international va rapidement. Donc on a un très très fort intérêt à T0, à utiliser nos startups, notre recherche, à aller à l'international et immédiatement le montrer. Le temps que le territoire soit capable de sortir ses premiers partenariats d'innovation, mais on a un gros problème sur le territoire. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des cadres, d'avoir des managers. Une entreprise, elle grandit uniquement parce qu'on la forme à grandir, parce qu'elle fait de bons recrutements. Nous, chez Jaguar, on a grandi essentiellement grâce aux cadres hors site, exogènes, des gens qu'on allait chercher aux US, en Allemagne, à Paris, dans certaines grandes entreprises à Marseille. Donc on a besoin d'avoir une attractivité qui nous permette, en tant qu'entrepreneur, d'aller chercher les meilleurs, de les faire grandir. L'innovation, on la payera dans les mois qui arrivent, les années qui arrivent, uniquement parce qu'on a la capacité d'aller à l'international. On va au CES au mois de janvier, amener des sociétés, embrasser de nouveaux marchés. Pourquoi ? Parce que quand une décision en France, c'est 12 mois, à l'international, c'est 3 mois. Donc quand on veut générer du chiffre d'affaires, il faut être international, il faut parler un petit peu anglais, il faut avoir des documents, être formé et avoir des gens qui nous représentent. Je parlais hier de diplomatie économique. Être capable d'ouvrir la bonne porte du bon cabinet avec la bonne personne. Remettre une médaille de la métropole à celui qui va venir nous voir pour qu'il se sente inféodé au territoire et qui pousse la discussion marseillaise à l'extérieur, la discussion métropolitaine. Dans un deuxième temps, il faut aussi qu'on soit hyper accessible. Jean-Luc parlait des biotechnologies, l'accélérateur qu'on est en train de créer avec Jaguar, 6000 m² de bâtiments qui sont livrés l'année prochaine. Malheureusement pour Sébastien, financé en propre, parce que le business model est un business model viable. Mais c'est un projet à 15 millions d'euros, on a un autre projet à 30 millions d'euros. Et là, Seb, celui-là, tu as une place. Il est pour toi. Et j'ai vu qu'il y a le nouveau monsieur de la Caisse des dépôts aussi, qui aurait probablement une place dans celui-là. Blague à part, les biotechnologies, ce sont un sujet qui prend du temps, qui sont des scientifiques. Il n'y a pas beaucoup de management, il n'y a pas beaucoup de connaissances business. Le digital, c'est on va très rapidement et on est capable de faire des choses. Le gros partenariat qu'on a monté entre la French Tech et l'université, les services d'Yvon Berland, est axé essentiellement sur le transfert de la recherche vers des entreprises numériques qui vont vite. Pourquoi ? Parce qu'elles seront capables d'outiller les autres entreprises. Via l'accélérateur, on est en train d'attirer des entreprises américaines. Non pas qu'on veuille donner nos technologies aux Américains,
On veut juste que ces gens-là utilisent le crédit d'impôt recherche pour former nos managers. Parce que ce sont les boîtes étrangères qui vont venir s'implanter sur le territoire, qui vont venir former nos managers. On a un intérêt, avec des outils comme Provence Promotion, peut-être d'améliorer un petit peu sa mission, de l'élargir sur un certain nombre de sujets. Mais la génération qui va essaimer les entrepreneurs de demain, ce sont les gens d'aujourd'hui qui les forment. Et je suis persuadé que dans mes cadres Jaguar, demain, j'aurai des entrepreneurs. Et à minima, le fait qu'ils soient à mon contact, qu'ils voient plein de projets, qu'ils voient que ça bouge et que ça va vite, demain, ça leur donnera envie d'entreprendre. Et ce territoire, on est riche, on a des graines, maintenant, on a de quoi arroser. Et là, le message, il est clair et net, il faut qu'on travaille tous ensemble sur le sujet, pas dans l'opposition, mais dans la construction. Votre voisin veut répondre, du coup. Je ne vais pas répondre, je veux aller dans ce sens-là, parce que je trouve qu'avec Alain Lacroix, là, c'est pas qu'on essaie d'être des banquiers un peu entrepreneurs, et je trouve qu'on a eu beaucoup de complexes sur ce territoire, ou en France en général, quand on regardait de l'autre côté de l'Atlantique, à se dire on n'a pas cet esprit entrepreneurial, et on a un tissu où on est assez content quand on a sur les Bouches-du-Rhône, par exemple, une PME qui est filiale d'Eurocopter et qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on considère que ça peut durer très longtemps. Je trouve qu'avec toute cette dynamique autour des startups, l'esprit d'entrepreneur, il est en train de se révéler en France, et on voit de plus en plus de porteurs de projets qui ont envie, de porteurs de projets qui finalement, des fois, connaissent l'échec, et c'est aussi avec l'échec qu'on arrive à grandir, et qui rebondissent, et qui portent des projets qui veulent voir vraiment aboutir. Et ça, je trouve que c'est vraiment porteur d'espoir, parce que ça développe quelque chose qui est énorme, c'est cette volonté de créer par l'entreprise, et de se développer par l'entreprise. Et ces gens-là, c'est pas des X, c'est pas des énarques, c'est pas le parcours traditionnel qu'on peut avoir en France, c'est des mecs qui ont des projets, qui ont envie de les porter, qui ont envie de les voir aboutir. Et moi, à chaque fois que j'ai la chance d'aller dans des... il appelle ça Angel Party, Patrick Siri, avec ses porteurs de projets, et que j'y passe 2 heures, je ressors de là boosté, avec une énergie folle pour continuer à faire mon métier de banquier, parce que je considère qu'avec un tissu comme ça, avec des porteurs de projets comme ça, on est certain d'avoir une économie qui, sur la durée, réussira à se développer et à créer de la valeur. Merci. Merci pour nos entreprises, Sébastien. Moi, je veux juste ajouter une petite chose, c'est qu'on est en train de changer de modèle globalement, c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui, donc pas besoin de vous l'expliquer, mais on est surtout en train de changer de méthode. Et sincèrement, nous les Français, on est quand même très très forts, vous le disiez Daniel, pour former des ingénieurs. On a des gens qui ont du talent, qui ont fait de magnifiques produits, qui les ont jamais vendus. Je sais pas, le Rafale, on a mis 20 ans à en vendre un dehors, quoi. Les commerciaux d'Assaut, je sais pas quelle variable ils touchent, mais il y en a plein qui doivent être super malheureux, quoi. Il prend que son fixe depuis 20 ans, le mec. C'est quand même chaud, quoi. Donc le point, c'est aujourd'hui, on livre... 20 ans, ils ont dû faire 2-3 trimestres où ça a du mal se passer quand même. Mais aujourd'hui, on est dans une méthodologie de livraison. On livre. On a des projets Henri Fabre, etc., Picto, etc. Les projets comme Picto sont des projets indispensables pour la compétitivité du territoire. Ce sont des projets très long terme, qui coûtent de l'argent. Oui, Jean-Luc, ils sont structurants, mais ils sont trop long terme. La compétition, elle va plus vite que ça. On a besoin de les faire, mais on a besoin d'avoir un petit peu comme dans un portefeuille commercial, des affaires pour manger aujourd'hui, des affaires pour manger demain et des affaires pour manger après-demain. Mais moi, mes commerciaux, ces projets-là, ils sont en bas de portefeuille. Et sur 50 projets, ils ont droit à 3 projets comme ça, pas 47. Et aujourd'hui, on a besoin de livrer des projets qui sont des projets concrets, qui vont donner du boulot aux startups ici, qui vont nous faire rayonner. Parce que ce territoire a une capacité de communication incroyable qui n'est pas utilisée. Et notre génération va avoir cette chance-là que de ni plus ni moins faire le job qui n'a pas été fait par celle d'avant, mais pas parce qu'ils ne voulaient pas le faire, parce qu'ils n'avaient pas les outils pour le faire. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, la réalité, elle est ni que d'un côté ni que de l'autre. On a besoin des deux, Kevin. On a besoin de projets à long terme qui vont structurer le territoire, parce que sinon on rentre dans un modèle de nouveau modèle pour tous, qui ne peut pas être évident. Donc on a besoin des projets long terme et on a besoin du quotidien, comme dans nos entreprises. On fait de la recherche et développement pour le projet de demain, pour le produit de demain, et à la fois on vend le produit qu'on a aujourd'hui dans la vitrine, qui doit être le meilleur du marché du moment. Et je crois que c'est notre complémentarité. Et il faut surtout qu'on travaille ensemble, vraiment ensemble, parce que si on s'oppose, on est en danger, on repère du temps. Si on travaille ensemble, si au contraire on a cette perception du collectif et de la place de chacun sur le territoire, là, du côté global, on a à la fois la force du grand groupe industriel qui travaille dans le temps, et on a à la fois la force de l'immédiateté de la petite start-up, quel que soit le sujet, qui va grandir et qui fera le grand de demain. Donc il faut qu'on joue la complémentarité des deux de façon indispensable. Et il ne faut pas segmenter ou les uns ou les autres. On ne peut pas dire les projets à long terme, c'est pas bon, donc on ne les traite pas parce que c'est trop long. Oui, on mais profite Jean-Luc, du projet à court terme. Jean-Luc, c'est pas l'école des fans.
On peut pas C'est faire pas l'école des femmes. c'est sûr ça. Non, on peut pas faire l'école Ça des c'est femmes. certain. Aujourd'hui, D'ailleurs, t'as pas autant de grands projets que de start-up. et tu sais que ma vision elle est alignée parfaitement à la tienne. Une entreprise qui fait 90% de R&D, elle fait que du cash burn, elle coule. Donc aujourd'hui, ce territoire, je pense, et je m'engage à le dire, ce n'est que ma vision, elle fait 70% de R&D sur des projets à long terme. Sincèrement, on a besoin de livrer des choses immédiates. Et tu le sais, hein, dans ce qui va nous occuper dans 2-3 mois, hein, on va passer dans l'immédiateté avec un plan moyen, long terme, une vision qui est plus loin qu'une vision économique de la chose. C'est de l'économie, et ce constat-là, je pense qu'on le partage tous. Oui, Daniel. Oui, merci Kevin. Il faut livrer, il faut trouver son marché, être obsédé par ça. Si on ne trouve pas son marché, on n'y arrive pas. Il faut un témoignage également. Les Américains sont complètement fascinés de la capacité en biotech et en dispositifs médicaux de créativité et d'innovation. Tout ça parce que chez eux, par un principe de précaution qui est devenu d'une raideur absolue, ils n'innovent plus tellement, ou ils ne peuvent plus tellement innover en dispositifs médicaux et en biotech. Donc il faut en profiter parce qu'ici, sur ce territoire, ils sont intéressés. Et puis, ce n'est pas le mot de la fin, mais une référence inspirante, je peux, Laurence tout le monde connaît Jean-Baptiste Rudel, le patron de Criteo. Vous m'en voulez pas, Kevin? Donc, son livre, on m'avait dit que c'était impossible. Voilà, il faut vraiment le lire parce que c'est extraordinaire tout ce qu'il explique sur oser, sur l'échec terrible, sur recommencer, pivoter et puis surtout avoir de l'ambition et surtout convaincre les banquiers, les fonds d'investissement qu'il faut beaucoup plus d'argent que ce dont on peut disposer. Stéphane Soto. Je veux rebondir sur ce qu'a dit Daniel, qui est très vrai. La nouvelle économie, c'est aussi une capacité à accepter l'échec, à s'en nourrir, pour rebondir. C'est vrai que l'entrepreneuriat français a longtemps considéré l'échec comme quelque chose de mauvais, là où les anglo-saxons considèrent que justement, c'est le début d'une nouvelle histoire. Et c'est ce qu'on répète systématiquement à nos start-upers. Lorsque nous sommes persuadés qu'ils sont en situation, ces porteurs de projets qui veulent monter leur entreprise, de réussir, on les pousse. On a besoin d'entrepreneurs successful, on a besoin d'accompagnement et on les pousse à fond. Et s'ils perdent, s'ils sont obligés de fermer leur entreprise, c'est pas grave. Il faut capitaliser là-dessus. Ça ne fera pas d'eux des parias pour autant. Il faut savoir se relancer. L'entrepreneuriat, c'est une aventure, c'est un pari. Et un pari, ça ne se gagne pas tout le temps. Du moins, pas chaque fois. Voilà. C'est vrai. Juste une dernière question, rapidement. Chacun. Pour vous, la taille de la métropole, c'est la bonne taille ou c'est plutôt la taille de la région? Pour tout ce qui est vivacité de l'écosystème et travailler en commun et en collaboratif. Écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas de réponse à ça, hein, malheureusement. La taille de la métropole est assez parfaite parce qu'on cristallise des infrastructures, on cristallise un bassin euroméditerranéen, on cristallise plein de choses. Pour autant, sur le territoire, on n'a pas tout ce qu'il nous faut pour être capable d'être visible à l'international. Et moi, je le disais dès le début de French Tech, vous savez, moi, la ville, le département, les partis, les machins, rien à foutre, hein, tout ça, c'est pas mon point. Vu de la Lune, on voit une région qui s'appelle Méditerranée. Et je pense même qu'il nous manque Montpellier. Il faut une région, et dans toutes les organisations commerciales, il y a une région qui s'appelle Méditerranée. Dans les organisations américaines, le commerce, c'est EMEA, Europe, Middle East, Africa. Donc, sincèrement, la vraie taille, c'est Méditerranée. On va commencer par faire une métropole qui cartonne. Ça, on a les gens qu'il faut autour de la table pour le faire. À côté de ça, il y a le programme Smart Région. On a la chance d'avoir Daniel Sperling, qui est à la fois la région, à la fois la ville, à la métropole, qui va nous permettre de faire le lien entre tout ce petit monde. Et puis, une fois qu'on aura déjà livré ça aux alentours de 2017-2018, on pourra aller un petit peu plus loin. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique qui est régionale. Monsieur French Tech. Oui, pour ma part, je la resterai encore un petit peu plus. L'État-providence, c'est terminé. L'économie se mondialise, accélère de plus en plus. Les changements de modèle économique sont de plus en plus rapides. Hein. On l'a bien vu, un Uber ou un Airbnb ont révolutionné le marché du taxi, de l'hôtellerie en très peu de temps, là où avant il fallait 20 ans. Il faut pouvoir s'organiser localement. La métropole, je trouve aussi, comme l'a dit Kevin, qu'elle a une dimension qui est parfaite. Parce qu'on a la proximité avec les acteurs locaux et c'est ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus réactif, accepter d'être beaucoup plus foisonnant, tester, tenter. On en parlait juste avant. Donc cette métropole, finalement, je la trouve parfaite. On va pouvoir travailler avec efficacité. C'est bien ce qu'on demande. Madame Prieur.
Sur le point de la métropole, Métropole ou région, la bonne taille? oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a l'ambition portée par Kevin. Il faut s'élargir, et c'est vrai que si on fait un zoom de Monaco à Montpellier, finalement, on peut aller jusque-là. Oui, néanmoins, restons concrets. Il y a du travail, de la pédagogie à faire, de la mise en connexion à faire. Donc c'est vraiment la bonne taille. Monsieur Chauvin. Ouais, moi je suis assez d'accord aussi avec ce qui vient d'être dit. C'est le premier maillon en tout cas de la bonne taille, puisqu'il y a suffisamment de diversité, ça correspond à un bassin de vie, ça correspond à un espace. Et c'est certainement, pour rebondir sur ce que dit Kevin, à la fois insuffisant parce que de l'autre bout du monde, quand on regarde le globe, la métropole n'existe pas. On est convaincu que la région aurait été bien plus forte si elle avait été méditerranéenne, et on a été quelques-uns à militer pour ça. Mais je crois que c'est le premier maillon, le premier échelon, et qu'après il faut être dans un écosystème. Donc la métropole va rentrer dans un écosystème méditerranéen qui lui-même est dans un autre écosystème. Et voilà, donc je pense que la bonne taille en effet pour démarrer, pour lancer cette dynamique et pour impulser, c'est bien la métropole. Et la métropole actuelle, c'est le bassin de vie, ça a les forces qui vont bien, les infrastructures qui vont bien, portuaires, aéroportuaires, et les éléments qui vont avec. Et puis derrière, il ne faut pas rester replié ou enfermé dans la métropole, ça serait une erreur. C'est le premier élément pour booster, et il faut regarder notre écosystème régional, le développer. Et effectivement, dans cet écosystème, il ne faut pas oublier Montpellier, qui a déjà un certain nombre d'atouts, et avec qui il faudra travailler, parce que lui aussi va rester tout seul et fermé sinon, et ne pourra pas se développer. Notre chance, c'est ça, c'est de s'ouvrir aux autres. Pour finir, monsieur Didier. Moi, je rejoins ce qui a été dit par l'ensemble des intervenants sur la bonne taille de la métropole, mais je sais qu'en se projetant, on peut avoir l'envie d'être plus grand, de rayonner beaucoup plus large, mais il faut être aussi pragmatique, parce que dans les faits, la métropole, pour qu'elle soit efficace et qu'elle soit structurée d'un point de vue politique et économique, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Il y a encore des chantiers à mener, et je pense qu'on va, dans les prochains trimestres ou semestres, malheureusement, se concentrer beaucoup sur le fait d'avoir un fonctionnement entre nous sur la métropole qui soit efficace et qui profite à notre développement sur les startups, la French Tech et la Smart City. Très bien. Merci à tous. On va regarder un film sur The Camp. On en a beaucoup parlé. On va le voir.